Mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe LexisNexis, je vous souhaite la bienvenue à la deuxième édition du Maroc Place du Droit. D'abord, un peu de ménage avant de commencer. D'abord, pour voir le programme aujourd'hui, scannez le QR code qui est sur l'écran à ma gauche et à ma droite. Vous aurez le programme, l'agenda du jour et les biographies de tous nos intervenants. Si vous souhaitez poser une question pendant le déroulement d'un de nos panels, vous pouvez scanner l'autre QR code que vous allez voir, que vous voyez, et puis ce sera aussi sur ce grand écran. Et ce code vous redirigera vers une page où vous pourrez saisir votre question. Je lirai les questions à un moment précis lors du panel. Ou bien vous pouvez toujours lever la main et je demanderai également s'il y a des questions du public et un microphone sera à votre disposition. Avant de commencer, je voudrais reconnaître et remercier nos sponsors pour cet événement. D'abord, Al-Tamimi & Company, Concordial Law, DLA Piper et le point de contact national pour une conduite responsable des entreprises, aussi connu comme le PCN Maroc. Mesdames et messieurs, applaudissons nos sponsors sans lesquels cet événement n'aurait pas eu lieu. Je passe maintenant la parole à la directrice Rule of Law de LexisNexis Middle East and North Africa, Sarah Haddadi. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'être de retour à Casablanca cette année pour vous accueillir à la deuxième édition de notre événement Maroc Place de Droit. Un événement qui est dédié à l'excellence juridique, à l'intelligence stratégique et à l'accompagnement du leadership juridique. Merci donc d'avoir rejoint ce rassemblement spécialement conçu pour la communauté juridique marocaine. Quelques mots à propos de LexisNexis, même si je sais que vous nous connaissez tous ici. Depuis plus de 200 ans, nous avons accompagné les professionnels du droit du monde en leur fournissant les meilleures technologies et les meilleurs contenus. Aujourd'hui, Lexis compte plus de 11 000 employés à travers le monde et nous servons des clients dans plus de 160 pays différents. Au cours des dernières années, nous avons investi plus de 2 milliards de dollars pour complètement reconstruire notre technologie. Notre collection de contenus internationaux contient 139 milliards de documents. Cela représente environ 150 fois la taille de Wikipédia. Grâce à cela, nous pouvons proposer des solutions qui transforment la manière dont nos clients travaillent. Et aujourd'hui, quand je parle de la façon dont nos clients travaillent et de cette transformation, je parle principalement de l'intelligence artificielle générative. Une enquête récente que nous avons menée a montré son impact sur les professions juridiques et confirme ce que nous entendons chaque jour. Le potentiel de l'IA générative pour créer de nouvelles pratiques juridiques au quotidien est immense. L'innovation fait partie de notre ADN. Nous avons été parmi les premiers à numériser l'information juridique et aujourd'hui, nous faisons partie des premiers à combiner un contenu fiable avec une IA de pointe. Chez LexisNexis, la technologie n'est pas un facteur de rupture, c'est un catalyseur. L'IA n'est pas là pour remplacer l'expertise, elle est là pour l'amplifier, pour aider les professionnels à réfléchir plus profondément, travailler plus vite et accomplir davantage. Mais avec la technologie vient aussi une grande responsabilité. Chez LexisNexis, nous construisons chaque outil sur un contenu autoritatif et sur des fondations éthiques. Tous nos produits d'IA suivent les principes d'IA de RELEX, qui est notre groupe, pour ceux qui ne le savent pas, garantissant la transparence, la responsabilité et le respect de la vie privée des droits humains. Parce que la technologie doit toujours servir la justice, jamais la compromettre. Cela m'amène à notre dernière innovation, dont vous allez entendre parler lors de notre panel sur l'IA, Lexis Protégé, qui est notre assistant d'IA générative et agentique, personnalisé pour les professionnels du droit.
Intégré aux plateformes LexisNexis ainsi qu'aux produits Microsoft, Lexis Protégé aide à réduire les tâches répétitives et à traiter des analyses complexes, à approfondir la recherche et à automatiser la rédaction de documents. Le tout avec des informations fondées sur des contenus juridiques qui sont les plus fiables disponibles que nous avons. Cette innovation technologique promet des gains considérables en productivité et en efficacité grâce à l'automatisation des tâches répétitives dans les cabinets et les entreprises. Ce n'est pas un outil d'IA parmi d'autres. Il est conçu pour renforcer votre expertise et amplifier votre impact. Il est conçu pour vous libérer du temps afin de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire la stratégie, le jugement humain et la relation client. Comme vous l'avez compris, notre mission est de fournir aux professionnels du droit les outils dont ils ont besoin pour exercer leur métier. Nous voulons qu'ils soient plus efficaces et plus productifs, et nous sommes résolument tournés vers l'innovation. Bien entendu, nous sommes aussi une entreprise engagée dans la promotion de l'état de droit. Tout ce que nous faisons en tant qu'entreprise, de la publication de contenu au développement d'outils analytiques et décisionnels, contribue à renforcer les communautés juridiques à travers le globe. Et des communautés juridiques fortes sont essentielles à l'avancement de l'état de droit. Comme pour chaque édition de cet événement, nous sommes ravis d'accueillir cette année encore les meilleurs intervenants pour aborder les derniers développements et tendances juridiques au Maroc. J'aimerais, comme l'a dit Caroline juste avant moi, remercier tous nos sponsors qui, grâce à leur soutien, font de cet événement une possibilité. Mais j'aimerais aussi, et cette édition est un peu particulière pour moi parce que, comme vous le savez déjà, nous avons décidé d'opérer pleinement à partir de Casablanca et localement. Et cette année, nous accueillons notre directeur général qui a commencé cette semaine, figurez-vous, et qui donc sera le directeur général Maroc et Afrique du Nord. Merci d'accueillir sur scène Monsieur Yahya Hassain, qui va prendre parole et se présenter à vous. Merci à tous et bonne journée. Bonjour à toutes et à tous, chers invités, chers partenaires, chers collègues. C'est pour moi un immense honneur de vous accueillir dans cette deuxième édition, ce rendez-vous incontournable, le Maroc, Place de droit 2025. Un projet que nous portons avec conviction et qui est le rendez-vous annuel incontournable pour les praticiens du droit au Maroc. Sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc s'affirme aujourd'hui en tant que puissance régionale et internationale de premier plan et un véritable hub africain. Sa position géostratégique, sa stabilité institutionnelle, ainsi que l'ampleur des réformes engagées renforcent l'attractivité du royaume pour l'investissement national et international. La performance du dispositif juridique, comme le souligne le récent rapport de la Banque mondiale, le Business Ready, constitue plus que jamais un levier essentiel pour sécuriser les investissements, stimuler le climat des affaires, consolider durablement la position du Maroc sur la scène économique mondiale. La compétition est rude et le Maroc se distingue incontestablement. Et donc c'est avec honneur, comme l'a annoncé ma collègue Sarah, et avec beaucoup d'humilité, que je vous annonce lors de cette édition que j'assumerai à compter de ce mois-ci, ça fait 2 jours que j'ai atterri chez LexisNexis, la fonction de directeur général de LexisNexis Maroc et Afrique du Nord. Cela signe notre volonté d'accélérer la croissance de LexisNexis au Maroc avec une présence locale forte, des produits adaptés à la communauté juridique au Maroc. Et moi-même, à côté de toutes les équipes LexisNexis Maroc, région MENA, équipe produit, équipe commerciale, équipe marketing, équipe éditoriale, avec Lara Salem présente ici. Nous mettons en œuvre la stratégie de proximité. Et la proximité, elle est importante pour nous, pour être proche de nos clients, de nos prospects, et adapter nos besoins au contexte local. Et donc, l'objectif est de donner aux juristes un accès à un contenu juridique inégalé, toujours dans le but de répondre à vos besoins actuels et futurs, spécifiques ici au Maroc.
Vous l'aurez compris, chez LexisNexis, notre ambition est d'accompagner les praticiens du droit au Maroc dans la transition digitale, dans la durée que le monde connaît aujourd'hui et qui continue de s'accélérer. Tout le monde est impacté par le digital avec l'IA, avec le Agentic AI qui arrive et d'autres technologies qui augmentent le juriste et qui bouleversent complètement, pas uniquement le secteur du juridique, mais tous les secteurs économiques. Un mot sur ce rendez-vous, Maroc Place de Droit 2025. Ce rendez-vous n'est pas seulement un événement, c'est une ambition, une réflexion collective tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, à travers les panels prévus, les échanges et les réflexions qui auront lieu, je vous invite à regarder non seulement ce qui existe, mais surtout ce qui est possible, à penser non seulement les normes, mais également les nouveaux cas d'usage pour des praticiens du droit, à dépasser les frontières entre les métiers du droit et les autres métiers dans une entreprise, l'économie, la technologie et la gouvernance et la recherche. Ce que nous construisons, c'est un avenir juridique marocain capable d'inspirer au-delà des frontières. Côté technologique, nous sommes à ce qu'on appelle un tipping point du secteur, un moment pivot. Partout dans le monde, les économies se réinventent sous l'impulsion du numérique, de l'intelligence artificielle générative et bientôt du agentic et du quantum computing. Mais la mine d'or, le nouveau oil, comme disent les Américains, c'est la data. Et donc le contenu reste stratégique au niveau de toute stratégie par rapport à l'adoption des nouvelles technologies. Cette transformation touche directement le cœur de tous les métiers. Le secteur juridique n'y échappe pas. Il en est même l'un des plus grands bénéficiaires potentiels. Comme mentionné par ma collègue Sarah, l'innovation est notre ADN au sein de LexisNexis, avec plus de 2 milliards de dollars investis annuellement en termes de R&D pour développer les produits, améliorer les produits et surtout écouter les clients pour être plus adaptés aux contextes globaux et régionaux. Notre portfolio produit et notre proposition de valeur différenciante combinent l'exhaustivité de nos collections, la fiabilité des mises à jour du contenu, ainsi que la facilité d'usage et le easy to use. J'ai eu déjà à rencontrer quelques clients prospects hier et avant-hier, et c'est la première chose qui est remontée, c'est le portail. Il est facile à utiliser, je pense avec protégé, comme annoncé par Sarah, ça va être encore plus facile en termes d'usage et du coup, un juriste beaucoup plus augmenté qu'avant. Nous imaginons donc le droit augmenté par l'intelligence artificielle, structuré par la data juridique, accessible via les legal tech, fiable, transparent et prédictif. La sécurité juridique devient un avantage compétitif et concurrentiel et la technologie en est sa condition moderne. Pour finir, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Maroc Place de Droit 2025. Merci beaucoup, Yahya. Le Maroc est en train de développer plusieurs projets d'infrastructures majeurs dans le transport, des ports, des lignes de grande vitesse, des autoroutes, l'extension du tramway à Casablanca. Dans le secteur de santé, un nouveau CHU. Dans le sport, je pense à la rénovation du stade de Casablanca dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du Monde 2030. Et c'est dans ce contexte que le thème de cette année est « Construire le Maroc de demain ». Nous espérons que les tables rondes aujourd'hui permettront d'éclairer les aspects juridiques de ces grands projets et plein d'autres. Notre premier panel portera sur la structuration juridique et le financement des projets et le rôle de l'État actionnaire. Veuillez accueillir sur scène votre modératrice de ce panel, Neza Tahiri, directrice juridique à Attijari Wafa Bank. Et vos intervenants,
Fabrice Armand, associé chez Concordial Law. Dr Sanae Alajoui, juriste d'affaires et experte en droit de la concurrence. Dr Kamal Abachi, avocat et professeur de droit à l'Université internationale de Casablanca. Et Mohamed Sentissi, consultant et président fondateur de l'Association marocaine de juristes d'entreprise. Mise à la parole est à vous. Bonjour chers collègues, bonjour à tous. Ravi que vous soyez parmi nous pour ce premier panel. Donc, comme vous l'avez compris, qui portera sur la structuration juridique et le financement des gros projets, ainsi que le rôle de l'État dans cette dynamique. C'est une thématique très intéressante parce qu'elle est croisement à la fois du droit, de la finance et de la gouvernance publique. C'est aussi une thématique intéressante car je pense que vous l'avez tous constaté, il y a une accélération de la dynamique du Maroc en matière de grands projets d'infrastructures. Et je trouve que cela nous amène à nous interroger sur quel est le rôle de l'État dans cette accélération des grands projets, quel est le cadre juridique ou les cadres juridiques qui s'appliquent à ces grands projets et aussi quelles sont les modalités de financement de ces projets-là. Donc pour explorer tous ces éléments, j'ai avec moi de grands experts que Caroline a déjà présentés. Et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en commençant par l'élément central qui est celui du rôle de l'État, avec une première question que je vais adresser à Madame Al-Hajoui. Pour introduire le propos, on va parler des établissements et entreprises publiques. Pour que ce soit plus court, on parlera des EEP, qui sont un pilier majeur dans le développement économique, social et territorial du royaume. Conscient de l'enjeu et de l'importance des EEP, je rappelle qu'il y a des réformes très importantes qui ont été engagées, et ce, en cohérence et dans la suite des hautes orientations royales, suite au discours du trône de Sa Majesté de juillet 2020. Ces deux réformes consistent en deux lois majeures. La première, c'est la loi cadre 50-21 relative à la réforme des entreprises et établissements publics. Et la seconde, c'est la loi 82-20 qui est venue créer l'ANGSPE. L'ANGSPE, c'est l'Agence nationale des gestions stratégiques des participations de l'État. Et ce qui m'amène à ma première question, Madame Hajoui, pouvez-vous nous expliquer les raisons de ces réformes, de la genèse de ces deux lois, qu'est-ce qu'elles ont apporté et comment la vision de l'État est-elle incarnée à travers cette agence qui est l'ANGSPE? Merci. Alors bonjour. Alors effectivement, donc, le secteur des établissements et entreprises publiques a joué un rôle majeur dans le développement économique et social au Maroc. Donc le décollage et le dynamisme d'un certain nombre de secteurs ne pouvaient se réaliser sans ces établissements et entreprises publiques. On peut citer tout ce qui concerne l'aéroportuaire, chemin de fer, etc. Ceci étant, le secteur a connu un certain nombre de dysfonctionnements à partir des années 90, suite à la prolifération d'un certain nombre d'établissements et entreprises publiques, l'absence de synergie, l'absence de coordination, l'absence de collaboration, l'absence d'une véritable politique actionnariale de l'État et aussi en raison du mode de gouvernance. Et donc, sans oublier que il y a eu la Cour des comptes déjà en 2016 avait publié un rapport sur le secteur des établissements et entreprises publiques et elle avait soulevé un certain nombre de critiques. Ensuite, il y a eu le rapport Nouveau modèle de développement, donc, qui a été publié en 2021, qui ont apporté un certain nombre de critiques. Et on dit, allez hop, il faut qu'on arrête, il faut absolument revoir et moderniser le secteur des établissements et entreprises publiques. Donc, d'où la publication, comme tu l'as dit, de la loi 50-21 relative au secteur des établissements et entreprises publiques. Alors, cette loi a imposé des défis aux établissements et entreprises publiques. Ils devaient améliorer leur gouvernance,
leur performance économique et financière, rehausser leur efficience économique et sociale, valoriser leurs actifs et diversifier leur mode de financement. Voilà. Alors, sur le plan institutionnel, ça c'est la grande nouveauté, donc c'est la publication de la loi 82-20 qui a créé la NGSPE. Donc la NGSPE, donc aujourd'hui, la NGSPE a pour objectif donc en fait il y a une réforme institutionnelle à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est l'État actionnaire. Et la NGSPE aujourd'hui, elle est chargée de veiller, d'incarner les intérêts patrimoniaux de l'État, donc via l'instauration des bonnes pratiques de gouvernance, de formuler son avis sur les programmes, donc sur les contrats de programme, proposer et exécuter la politique actionnariale de l'État et de représenter l'État dans les comités, les organes délibérants des établissements et entreprises publiques. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième donc, rôle, c'est donc va favoriser la performance économique et sociale des entreprises et leur rentabilité et leur valorisation sur long terme. Donc, il s'agit d'apprécier la gestion des établissements et entreprises publiques au regard de la politique actionnariale de l'État et de suivre la performance de ces établissements et entreprises publiques. Alors, troisième rôle de l'agence aujourd'hui, c'est de gérer les participations sur le portefeuille. Donc, elle va donner et émettre aussi des avis et exécuter toute opération de privatisation, toute opération de transfert des établissements et entreprises publiques au secteur privé, toute opération de fusion, etc. Alors, concernant aujourd'hui la vision, donc pour répondre aussi à ta question, la vision de l'État actionnaire, on va la résumer en trois mots. Aujourd'hui, la vision de l'État actionnaire a été définie par le décret qui a été publié sur la nouvelle politique actionnariale de l'État et qui a été publié le 19 décembre 2024. Et cette vision de l'État actionnaire donc, s'articule autour de plusieurs objectifs. Premièrement, la valorisation du patrimoine généré par les établissements et entreprises publiques de son portefeuille. Deuxièmement, ça c'est un point très important, c'est la consolidation de la souveraineté nationale. Troisièmement, le renforcement du rôle des établissements et entreprises publiques en matière de développement économique et social. Et enfin, la gouvernance. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à ta question. Merci Madame Hijoui. Donc si je peux résumer, si je peux me permettre de résumer tes propos, donc l'idée c'est qu'il y a eu deux réformes importantes qui sont venues réorganiser structurellement la gouvernance publique des participations de l'État, et ce pour incarner la vision stratégique de Sa Majesté. Dans le même état d'esprit, il ne vous a pas échappé que d'autres réformes ont été conduites, en particulier en ce qui concerne les marchés publics. C'est un sujet extrêmement important parce que je voudrais également souligner le fait qu'au titre du PLF 2025, donc le projet de loi de finances, ce ne sont pas moins de 340 milliards de dirhams qui devaient être injectés dans l'économie nationale à travers la commande publique. Et c'est pour mettre en exergue l'importance de la commande publique à travers la conclusion des marchés publics. Et justement, les marchés publics, le droit des marchés publics a été également réformé et modernisé. Et pour nous en dire plus sur cette réforme, quels étaient ses objectifs et quels sont ses impacts, je vais passer la parole à M. Sintissi pour nous en dire plus sur ce sujet. Bonjour, merci Nzha. Alors, si je devais résumer cette réforme en une phrase, c'est cesser de regarder ce décret, ce nouveau décret de 2023, comme une simple mise à jour technique. C'est une vraie réforme systématique. Pourquoi ? Parce que nous sommes passés d'une logique de pure procédure à une logique de politique publique. Et je vous invite à regarder dès le premier article, l'article numéro 1 de ce décret. Avant, on parlait d'égalité et de transparence, qui sont des valeurs qui reviennent toujours, c'est classique.
d'égalité de transparence. Mais aujourd'hui, avec le nouveau décret, on ajoute la bonne gouvernance, l'intégrité et le développement durable. Et attention, ce n'est pas de la littérature, bien sûr, ce sont des principes qui deviennent opposables devant le juge. C'est une décision d'achat. Une décision d'achat peut désormais être attaquée sur le fond et non pas seulement sur la forme. La révolution administrative de ce décret, concrètement, c'est quoi? C'est la plus grosse épine du pied a été retirée pour les PME, justement. Et concrètement, on va parler du fameux dossier administratif. Et l'article 29, pour de vrai, c'est à partir de l'article 27, 28 et 29. Mais l'article 29 a changé une logique en deux temps. Premièrement, lors de la soumission, une simple déclaration maintenant, il suffit à honorer la soumission d'une PME à un appel d'offres. Et au moment de l'attribution de ce marché, là seulement, on vérifie les justificatifs fisc, attestation fiscale, CNSS, les attestations de référence et tout. Parce que avant, une PME qui soumissionnait à plusieurs marchés, à plusieurs appels d'offres par mois, elle devait monter un dossier administratif très lourd avec des documents. Et à chaque fois, pour chaque appel d'offres, on monte les mêmes documents. Et maintenant, c'est juste une simple déclaration de cette entreprise. Il suffit à remplacer dans un premier temps toute cette paperasse administrative. Le résultat de cette réforme de l'article 29, c'est qu'on fait tomber la barrière à l'entrée. On va faire participer plus de petites et moyennes entreprises. Une PME qui veut répondre à 10 appels d'offres n'a plus à monter 10 dossiers complets. Pour les EEP, pour les établissements économiques publics qui gèrent des grands projets, c'est majeur aussi. Plus de soumissionnaires égale une meilleure concurrence et par ricochet des meilleurs prix. Et dans les grands projets d'infrastructure, chaque point de pourcentage gagné, c'est des dizaines de millions d'économies. Le deuxième point, et là je viens au cœur politique de la réforme, c'est la préférence nationale. Le décret, il oblige les acheteurs publics à réserver 30%. Avant, dans l'ancien décret, c'était 20%. Minimum des marchés aux très petites entreprises locales. C'est l'article 148. Mais est-ce que ça marche? Les chiffres sont là et depuis 2023, depuis l'année de la réforme, selon le bilan présenté par Monsieur le ministre Fawzi El-Kja, nous avons atteint 35% dès 2023. C'est-à-dire qu'on a même dépassé l'objectif des 30%. Et l'engouement se confirme en 2024, car le TGR, le Trésor général du Royaume, entre janvier et août, il précise que plus de 27 000 consultations ont été lancées, et ce qui représente 131 milliards de dirhams. Et bien sûr, le nombre de soumissions électroniques via le portail des marchés publics, il a doublé. Ça a créé un effet domino de la sous-traitance. Les grands groupes peuvent sous-traiter jusqu'à 50% maximum de la valeur du marché qui lui est attribuée, mais avec l'obligation de se tourner vers des entreprises installées au Maroc. Alors, des PME, c'est ça la préférence nationale des PME. C'est-à-dire les grands groupes
ils sont structurés et ils peuvent soumissionner et obtenir des marchés publics, ils sont, s'ils veulent sous-traiter, ils sont obligés de sous-traiter auprès des PME et des PME marocaines installées au Maroc jusqu'à un maximum de 50% de la valeur de ce marché. C'est une cascade vertueuse. Pourquoi? Parce que les marchés qui sont réservés, plus la sous-traitance obligatoire, ça donne une redistribution structurelle vers l'écosystème local. C'est-à-dire cette PME à qui on réserve 30% des marchés publics, de la commande publique, elle peut, si elle soumissionne avec une grande entreprise, sans citer les noms, on les connaît tous, elles viennent d'entrer en bourse récemment. Alors, si elles sont concurrentes avec de grandes boîtes, elles vont peut-être ne pas être, elles ne vont pas gagner ce marché vu qu'ils n'ont pas la meilleure technologie ou les meilleurs procédés ou le meilleur rapport qualité-prix. Mais par le système de la sous-traitance, on redistribue ces marchés vers les PME marocaines ou les TPME marocaines. La troisième partie de la réforme, elle touche l'efficacité justement des EEP. Comment ce régime renforce-t-il l'efficacité des établissements économiques publics? Sur le plan opérationnel, les procédures ont été allégées, ce qui donne plus de concurrence et dématérialisation via le portail de TGR, ce qui nous fait gagner considérablement de temps et d'argent. Et sur le plan stratégique, les EEP deviennent des acteurs de développement territorial. Chaque grand projet maximise les retombées locales. Le grand stade de Ben Slimane, par exemple, il ne va pas juste générer des ventes de billets de matchs de football, mais c'est tout l'écosystème local qui entoure le stade, c'est-à-dire toute la région de Ben Slimane, qui va être changé et tiré vers le haut par ce grand projet. Sur le plan réputationnel, la transparence structurelle qu'impose la dématérialisation, c'est une garantie de crédibilité face aux bailleurs internationaux, la BAD, l'Agence française de développement, ce qui, je pense que là, j'ai empiété sur le terrain de M. Fabrice, qui va développer ça dans son intervention. Merci, Inza. Merci à toi. Donc, si je peux résumer ton intervention, je noterai un allègement considérable de la procédure de soumission au niveau des marchés publics à travers cette réforme, ce qui vient, selon moi, renforcer l'attractivité pour ces commandes publiques vis-à-vis des opérateurs et des investisseurs privés. Je note également le sujet primordial qui est celui de la préférence nationale, avec l'opportunité de développer tout un écosystème au niveau des PME. Et donc, je voudrais quand même souligner que, en dépit de cette préférence nationale, cette attractivité des opérateurs privés, en particulier étrangers, reste importante également. Pour illustrer mes propos, j'aime bien toujours donner des chiffres pour matérialiser en fait l'importance du sujet. Je donnerai par exemple le chiffre des IDE, des investissements directs étrangers, qui ont atteint à fin octobre 2025, selon les chiffres de l'Office d'échange, 45 milliards de dirhams. Donc on a un intérêt quand même colossal des investisseurs étrangers pour les marchés, pour le développement des projets sur le territoire marocain. Et en parallèle à cela, l'État garde toujours à l'esprit, comme vous l'avez indiqué, la préférence nationale et comment booster les PME nationales. Dans ce sens, je vais m'orienter vers Maître Habashi
pour justement, au regard de cet intérêt pour le développement d'un écosystème des PME, je pense que la nouvelle charte d'investissement traite assez profondément de ce point. Donc si vous pouvez peut-être nous en dire plus sur les apports de cette charte de l'investissement. Et parallèlement à cela, je pense qu'il y a des contrats, des nouveaux contrats qui font en fait, qui équilibrent le rôle entre l'État, donc les EEP, et les opérateurs privés. Ces contrats, je vise bien entendu les PPP, où il y a un partage de risque entre le public et le privé. Donc ça, c'est deux sujets importants sur lesquels je voudrais que vous interveniez, la charte de l'investissement et ces nouveaux contrats qui sont devenus très importants dans le cadre des projets d'infrastructure que sont les PPP et les concessions notamment. Merci. Bonjour tout le monde. Effectivement, je vais commencer par la dernière question, c'est-à-dire à côté de ce qu'a développé M. Sintisi sur la commande publique, comment peut-on mettre en place une infrastructure, un ouvrage ou s'associer avec l'État dans le cadre de cette construction. Donc il y a bien sûr ce format classique qui est le marché public, mais parallèlement, donc, dans sa mission régalienne, l'État, donc, le législateur a inventé d'autres outils, d'autres mécanismes juridiques qui permettent d'associer le privé. Donc, on n'est pas dans une commande directe, c'est-à-dire on soumissionne et on confie au privé un marché et qu'il livre et il est rémunéré. Ici, l'État est en train de s'associer avec le privé. Donc, on est en train de ramener le privé vers l'État pour pouvoir mettre en place cette structure. Maintenant, le privé, comme vous le savez, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la rentabilité, bien entendu, mais il cherche aussi la sécurité juridique. Donc, il faut rassurer ce privé dans le sens où il va, dans le cadre de cette association, approcher l'État. Donc, dans quelle formule, quel mécanisme juridique va-t-on lui proposer pour pouvoir construire cet ouvrage ou cette infrastructure? Donc, ici, vous avez évoqué la notion de PPP, le partenariat public-privé, qui est un cadre. On n'est pas dans un cadre sociétaire, mais on est dans un cadre purement contractuel. Mais ici, on sort un peu de ce qu'on connaît du fameux contrat administratif avec la clause exorbitante, etc. On est beaucoup plus dans un contrat, on va dire, équilibré, qui permet aux deux parties, notamment le privé, de lui garantir un certain nombre de droits pour pouvoir réaliser cet ouvrage. Donc ici, c'est un contrat, bien sûr, pour une durée déterminée, parce qu'on le met en place pour un ou plusieurs projets. C'est un contrat dans lequel on retrouve les droits, mais et aussi les obligations des parties, c'est-à-dire en l'occurrence l'État et le partenaire privé. Et comment va-t-on rémunérer ce partenaire? D'accord? Et in fine, à la fin du contrat, donc, comment va-t-on restituer cet ouvrage ou le modèle qu'on va adopter pour rendre cet ouvrage à l'État? Et bien entendu, dans ce cadre contractuel, il y a un certain nombre de dispositions qui permettent au privé de réaliser cette mission, de livrer cet ouvrage dans un cadre purement, dans une optique de sécurité juridique. Il convient de noter aussi que dans ce contrat, si jamais il y a un litige, eh bien, le contrat prévoit plutôt que les juridictions étatiques le recours à l'arbitrage, ce qui donne aussi encore plus de garanties aux partenaires privés. Donc, à côté de ce cadre contractuel, on peut également imaginer d'autres mécanismes juridiques, notamment ce qu'on appelle la concession. C'est-à-dire, ici, vous avez un concédant qui est généralement l'État, donc à travers une administration, une agence, une autorité, et qui concède au privé, qu'on appelle un concessionnaire, la possibilité de mettre en place un ouvrage et aussi de le gérer. Ce qu'on appelle dans le jargon anglo-saxon, ce qu'on appelle le BOT, c'est-à-dire le Building Operator Transfer. C'est-à-dire, ici, on va lui confier la mission de financer, de construire, d'opérer pour une durée X, dire 10 ans, 20 ans, 30 ans, le temps de lui permettre d'avoir un retour sur investissement. Et après, il va transférer cet ouvrage à l'État à travers un mécanisme qu'on va mettre en place déjà dans le contrat avec une rétrocession. Et là,
Bien sûr, au dehors de l'aspect juridique, il y a aussi d'autres aspects, d'autres facteurs à gérer, notamment le facteur social, les salariés, facteur fiscal, un risque fiscal, parce que il faut d'emblée penser à comment va-t-on rétrocéder cet ouvrage. Parce qu'il y a des actifs, des assets in-site, hors-site, etc. Est-ce que ça va être une rétrocession à 0 dirham avec une rémunération, etc. Et là aussi, ça pourrait être une interaction aussi du fisc qui pourrait redresser ces situations. C'est pour cela que tous ces aspects-là sont couverts dans le contrat pour permettre à ce partenaire privé d'assurer cette mission tout en lui garantissant la sécurité juridique et bien sûr la rentabilité. Maintenant, si je reviens à votre première question par rapport à la charte d'investissement, bien sûr, pour attirer ce partenaire privé, il faut l'encourager pas uniquement en termes de rémunération et de sécurité juridique, mais est-ce qu'on lui offre quelques incentives en matière fiscale. Et là, la charte d'investissement a prévu, notamment dans des projets stratégiques, l'énergie, infrastructure, transport, etc., a prévu un certain nombre d'incentives, notamment le versement de primes. Donc, on encourage donc le partenaire privé à avoir des primes selon le cas en termes de foncier, en termes d'emplacement. Il y a des zones où vous aurez plus de primes que d'autres zones, dans des secteurs déterminés. Et aussi par rapport à la création d'emplois. Donc, pour être éligible à ces primes, il faut répondre à un certain nombre de questions, notamment en termes de montant de l'investissement. Est-ce que vous êtes éligible à signer une convention d'investissement avec l'État? Et quel est le nombre d'emplois à créer? Et là, on fait le ratio, on va dire, emploi CAPEX par rapport à ce que vous allez investir. Et sur la base de ça, vous aurez droit à un certain nombre de primes qui sont prévues. Et il y a une ou plusieurs primes qui sont prévues dans la charte. Et ces chartes et ces primes-là qu'on voit dans la charte, on les voit implémentées de plus en plus dans les lois de finances. On voit dans le projet de loi de finances actuel comment va-t-on verser ces primes à ces investisseurs qui souhaitent rentrer dans le cadre de cette... Et dans cette perspective, donc l'investisseur aura droit non seulement à un cadre juridique adéquat pour répondre à la commande publique, mais aussi va profiter d'un financement particulier et d'avantages fiscaux qui vont lui permettre de réaliser cet ouvrage dans les délais tout en créant des emplois. Voilà. Merci beaucoup, Maître Habeshi. Donc je dirais que l'État a engagé des réformes audacieuses pour moderniser le cadre légal et également institutionnel à travers la charte d'investissement des investissements privés. J'apporterai encore ici un chiffre qui est que l'objectif en fait pour 2030 est que les investissements privés atteignent le 2/3 des investissements globaux en matière de grands projets. Donc l'objectif de l'État, c'est vraiment cette attractivité des investissements privés pour qu'ils atteignent les 2/3 des investissements globaux en matière de grands projets, ce qui est colossal. Et quand on parle d'investissement privé, on ne peut pas passer à côté du volet financement, donc, que tu as évoqué brièvement. Le financement, il peut être bancaire, il peut être également institutionnel. Quand je dis institutionnel, je vise les grandes institutions internationales qu'on appelle plus communément les DFIs, les Development Financial Institutions. C'est le cas, par exemple, de la BAD, de la SFI, qui est une filiale de la Banque mondiale. C'est le cas également de l'AFD, de Proparco, etc., de la BIRD également au niveau européen. Et pour parler davantage de ce financement bancaire, comment il est structuré, quelle typologie de contrat de financement nous pouvons retrouver, et également pour nous, en tout cas pour ceux d'entre vous qui sont banquiers et dont je fais partie, quelles sont les sûretés, les contrats de garantie qui sont généralement conclus pour sécuriser ces financements. Pour cela, je donnerai la parole à Maître Fabrice Armand pour nous en dire plus, si vous le voulez bien. Merci Neza. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, les DFI, ce sont des super argentiers, des super financiers qui ils sont rattachés bien souvent à de très grands États ou à des organismes internationaux, comme Neza l'a indiqué, la SFI est rattachée à la Banque mondiale, le BRD à l'Europe, voilà, et la banque de développement pour l'Afrique également.
Donc l'intervention en fait des DFI sur les projets se fait bien souvent en amont même des banques commerciales qui vous accompagneront le projet. Les DFI travaillent principalement sur 3 axes, la dette, les fonds propres et les garanties possibles pour sécuriser le projet. Pour ce faire, elles procèdent à de très grosses due diligence auprès des sponsors qui ont en charge le futur projet. D'abord, pourquoi font-elles cette due diligence ? D'abord pour rendre le dossier bankable, comme on parle dans le giron financier. Bankable, l'idée c'est de réduire au maximum les risques. Et quand on a réduit les risques, ça facilitera ensuite la syndication et le partage des risques. En parallèle de cette due diligence, la structuration contractuelle va se mettre en place. Et c'est sur la base du résultat de cette due diligence qu'on aura un maillage contractuel qui permettra effectivement de réduire non seulement les risques factors liés au projet, mais qui permettra ensuite une potentielle syndication auprès de différents acteurs internationaux qui veulent investir dans de tels projets. Alors comment on neutralise ces facteurs de risque sur les projets? C'est tout simplement, et comment les DFI le font? Elles le font comme les banquiers, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser d'abord un contrat de financement dans lequel elles vont pluguer un certain nombre de clauses contractuelles qui vont sauvegarder leurs intérêts. Donc quels sont ces contrats? Ça sera d'abord les contrats de financement, des prêts seniors ou subordonnés, qui sont bien souvent calés sur des standards internationaux comme ceux de la London Market Association, soit dans des versions anglaises, soit dans des versions françaises, au choix des parties. Il y a également des prêts mezzanines dans des financements hybrides, là où on aura du mi-dette, mi-fonds propres. On a également comme outil de financement les émissions obligataires qui permettront sur certains projets d'avoir un accès aux marchés internationaux sous réserve bien entendu de s'être rapproché de la MMC et de l'Office d'échange. Et également la mise en place de garanties bancaires qui faciliteront éventuellement des ouvertures de crédit par les banques commerciales qui appuieront le projet avec la DFI. Ça, c'est pour le volet financement. Sur les sûretés et garanties, en fait, les DFI vont se caler sur ce que font les banquiers localement. C'est-à-dire qu'elles vont prendre des sûretés sur les actifs du projet, sur les créances du projet et sur les flux que va générer le projet. Alors, on a 2 types de garanties, 2 catégories. Alors, sur les contrats domestiques, on aura des sûretés onshore, mais également sur les contrats internationaux. Sur les projets internationaux. Donc ces garanties onshore sont principalement les hypothèques sur les terrains, les ouvrages, les constructions, les installations du projet, centrales, usines, infrastructures, entrepôts. Ce sera également le nantissement, le gage sur les biens mobiliers corporels, équipements, machines, stocks. Ça sera le nantissement de parts et d'actions de la société de projet. Également nantissement de comptes bancaires locaux, que ce soit les comptes à terme, les comptes séquestres, les comptes courants. C'est classique. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière sur ces garanties. Il y a également un volet garantie offshore qui peut également être... pardon, je m'en mêle avec mes papiers. Sur les sûretés offshore, vous avez également, dans ces cas-là, les flux qui sont attrapés sur les contrats internationaux qui sont conclus entre l'investisseur et avec les banquiers. Donc ces sûretés onshore seront des cessions de créances, ce seront des nantissements de comptes bancaires et également des gages sur les flux financiers. À côté des sûretés réelles, nous avons des garanties personnelles, cautionnement ou garantie à première demande, des lettres de confort, qui soient fortes ou faibles, avec des engagements de recapitalisation éventuellement, des engagements de couverture de dépassement de coûts, ou des cautions simples ou solidaires de la société mère ou des partenaires industriels.
Au-delà de ces garanties et sûretés, nous avons également des garanties publiques qui peuvent être accordées, pour notamment les garanties gouvernementales, des lettres de garantie d'État, assurance investissement, et également des garanties ou contre-garanties de l'autorité publique concédante, soit de paiement, des garanties de paiement, soit des garanties de performance. Voilà. Alors, une garantie également qui est bien souvent demandée par les DFI et qui sont spécialement demandées par elles, ce sont souvent les cessions et nantissements de créances issus des contrats clés, PPA, contrat d'achat, contrat de concession, contrat OEM, EPC, assurance, au profit des prêteurs. Donc ça, effectivement, les DFI, c'est une de leurs demandes. Au-delà des contrats de financement et de sûreté, comment est la structure contractuelle? Également des contrats de participation dans le capital de la société, de la société de projet, également qui est mis en place. Avant-dernier type de contrat et support dans la structuration contractuelle qui permet également de neutraliser donc ces risques, c'est l'accord intercréancier, il est capital. Il vous permet de régler les règles, les relations entre les créanciers, notamment les conditions de leur désintéressement en cas de défaillance de l'emprunteur ou de difficulté du projet. Cet accord, il est vraiment capital parce que c'est vraiment le gentleman agreement entre les financiers et les emprunteurs. Donc on y intègre notamment dans ces comptes d'accords créanciers, intercréanciers, des comptes bloqués, des clauses de waterfall qui permettent de faire une escalade dans les mesures à prendre vis-à-vis du projet / les emprunteurs. Il y a également, dernier point sur cette structuration contractuelle, les accords directs entre la DFI et la société de projet et les entités concédantes. Et là, on a dans ces contrats directs un droit d'information qui est mis en place, un droit d'intervention avec des stepping rights qui leur permettrait de remplacer l'entité défaillante, et un droit de substitution. Ça va jusqu'au droit de substitution dans certains cas, en cas de défaillance du concessionnaire en prêteur. Voilà, ça c'est pour la structuration contractuelle qui permet donc de neutraliser ce risque et rendre bankable le projet. Il y a également une neutralisation par syndication. Alors là, cette neutralisation par syndication, ce sont en général deux types de garanties. Ce sont des garanties partielles de risque et de crédit, des partial risk guarantees, PRG, qui couvrent donc les risques spécifiques à l'État ou à des événements politiques. Ça, c'est une catégorie de garanties que délivrent les DFI dans ce type de projet. Il y a également les garanties sur le crédit, sur les risques de crédit. Là également, c'est une garantie qui est délivrée par la DFI. Voilà, ce sont vraiment des instruments qui sont typiques de la syndication. Il y a également des assurances et garanties contre les risques non commerciaux qui sont proposées par des organismes d'assurance liés à la Banque mondiale comme MIGA pour partager également les pertes potentielles liées aux risques souverains et quasi-souverains. Donc dans tous ces schémas, l'objectif c'est quoi de la DFI? C'est de permettre de mobiliser des financements privés en rendant le projet bankable et d'obtenir des conditions plus favorables sans se substituer intégralement aux investisseurs privés. Donc voilà, en conclusion de ces projets, de cet accompagnement fait par structuration et syndication, les DFI aussi interviennent en post-projet dans l'investissement, directement en investissant auprès de fonds ou en rachetant des parts de portefeuilles de banques dans lesquelles elles acceptent de prendre une partie du risque projet après la conclusion d'un projet. Voilà ce que je pouvais dire pour l'implication de DFI et des banquiers sur les sûretés. Merci beaucoup, Maître Armand. Donc, si je peux me permettre de résumer finalement les financements structurés des grands projets, d'après ce que je peux dire, c'est que c'est assez complexe.
On a des contrats très divers et variés, que ce soit sur le volet crédit, le volet garantie, le risque pays, etc. Effectivement, c'est une spécialité à proprement parler. Nous avons, en tout cas au niveau de Tijari Fabank, des juristes spécialisés en project finance. C'est très intéressant parce qu'en général, c'est un matching de tous ces contrats-là qui doivent être mis en cohérence. Certains dans lesquels les DFI sont partis sont généralement régis par le droit anglais, donc on est sur du droit anglo-saxon, alors que les garanties locaux pour les sûretés réelles qui sont octroyées au niveau des projets au Maroc, c'est des garanties de droit marocain, et donc là on est sur du droit plutôt civiliste. Donc moi personnellement je suis spécialisée en project finance, donc c'est une thématique qui me tient à cœur et qui est très très riche et qui nous amène toujours à nous surpasser dans les montages juridiques. Ceci étant dit, à côté du financement bancaire et des DFIs, à côté également du budget de l'État qui peut intervenir à travers justement des subventions qu'il peut donner, notamment dans le cadre de la charte de l'investissement, je pense qu'il y a également un autre levier qui est celui des marchés financiers, qui a également été relooké, modernisé. Et pour cela, je vais repasser la parole à Maître Kamal Habachi pour peut-être rapidement nous dire un mot sur justement ce levier de financement complémentaire que peuvent représenter les marchés financiers. Oui, effectivement. Donc, à côté du financement classique qui a été développé par Armand, c'est-à-dire l'endettement bancaire, il y a aussi d'autres alternatives qui sont là pour permettre à ces partenaires privés de financer ces grands projets, parce qu'on est en train de parler de grands projets qui requièrent quand même des montants très importants en termes de financement. Donc, à côté de l'endettement bancaire, on peut également recourir à ce qu'on appelle le marché financier. Et donc là, c'est une alternative qui n'est pas très commune, très courante au Maroc. Donc, elle est en train de prendre de l'ampleur, elle est en train de gagner beaucoup de terrain. Et là, on peut par exemple faire appel à la dette privée. Donc, ça veut dire le recours à l'emprunt obligataire. Et dans cet emprunt obligataire, il y a différentes catégories, mais pour cela, bien sûr, il faut qu'il y ait derrière une structure. Donc on n'est pas en train de parler d'un partenariat, par exemple le PPP, c'est un partenariat contractuel. Donc pour pouvoir recourir au marché financier, il faudrait qu'il y ait un véhicule, c'est-à-dire on est dans un partenariat sociétaire où les deux parties sont associées dans une structure, et ces structures ont suffisamment d'assets, suffisamment de crédibilité, suffisamment d'ancienneté pour pouvoir recourir au marché financier, ce qu'on appelle l'appel public à l'épargne. Et là, on est dans des emprunts obligataires. Par exemple, si on émet des obligations subordonnées, ça permet de financer à long terme avec moins de garanties et moins de coûts. Et quand même, c'est comptabilisé dans les quasi-fonds propres, c'est-à-dire dans le haut de bilan, ce qui donne plus d'avantages à la structure. Et là, on est vraiment dans l'endettement, dans la dette privée. Bien entendu, il y a des autorités. Cela suppose qu'on a eu le visa de l'AMMC, etc., avec des due diligence derrière, etc., pour pouvoir recourir à cet emprunt. Et cet emprunt peut aussi être utile dans des projets d'envergure internationale, parce qu'il y a aussi des lignes de financement, il y a des fonds spécialisés, ce qu'on appelle les fonds d'énergie propre, etc., qui financent ce qu'on appelle des projets énergie propre et qui peuvent, dans ce cadre-là, profiter de ce qu'on appelle les green bonds, c'est-à-dire les obligations vertes. C'est pour des sociétés qui s'inscrivent dans la transition énergétique, l'efficacité énergétique et l'énergie propre. Ça, pour ce qui est de l'emprunt obligataire. Il y a aussi un autre créneau qui est carrément la bourse. C'est-à-dire là, on est en train de préparer le véhicule à une potentielle IPO, c'est-à-dire une introduction carrément en bourse. Et c'est là où on va lever des fonds depuis le marché financier direct, c'est-à-dire le grand public. Là, il y a une ouverture du capital au profit du public. Et là, on s'introduit aux bourses et on émet des titres pour pouvoir lever des fonds, que ce soit en vente directe ou par voie d'augmentation de capital, ce qui permet le véhicule, à l'entité, de se financer à travers le marché boursier, ce qui aura bien sûr pour conséquence et pour effet plus de transparence, plus de publication des états financiers, respect
des ESG, etc. Donc c'est tout un aspect réglementaire à observer vis-à-vis de la bourse, vis-à-vis de l'AMMC et du marché de manière générale. Donc ce sont des alternatives là qui s'ouvrent à ces grands projets pour pouvoir se financer à côté de l'endettement bancaire, le financement mezzanine, etc. Et dans le cadre aussi du groupe, c'est-à-dire si l'État est présent, fort actionnaire dans un groupe, et dans un groupe, il y a des entités aussi, des filiales, on peut imaginer aussi un financement dans le cadre du groupe, ce qu'on appelle le cash pooling, c'est-à-dire financement de la trésorerie excédentaire par rapport à une trésorerie déficitaire. Et donc, on met en place là aussi un montage contractuel, bien sûr tout en respectant l'aspect légal et réglementaire, qui permet au groupe de se financer à l'intérieur du groupe, sans aller regarder l'endettement bancaire ou le marché financier. Ça aussi, c'est une opportunité qui existe, mais ça suppose derrière un grand groupe et beaucoup d'excédents en termes de trésorerie. Voilà. Merci beaucoup, Maître Habachi, pour tous ces développements. C'est vrai que je pense qu'on a tous constaté récemment un certain engouement, en tout cas sur les volets bourse, avec toutes les IPO qui ont été opérées récemment, que ce soit TGCC, Cash Plus et plus récemment la SGTM. Donc il y a vraiment une dynamique de confiance du public, de transparence de ces opérateurs privés pour lever des financements auprès de tout un chacun, finalement. Nous contribuons tous à l'essor du Maroc à côté des grands financements auprès des banques ou des institutions internationales. Donc je vous le disais dès le départ, le sujet de notre panel est très riche. Il est au croisement du droit, de la finance et aussi de la gouvernance publique. Et j'aimerais bien revenir justement sur ce sujet de la gouvernance et de la politique publique en redonnant la parole à Madame Lhjoui sur le rôle central de l'État et notamment de la fameuse ANGSPE depuis son opérationnalisation en 2022. Je pense qu'il est important de vous préciser à vous tous que la NGSPE, elle est organisée autour de 5 principaux pôles. Peut-être que je te laisserai le soin de les rappeler. Et ensuite, pour nous dire aujourd'hui quels sont les principaux chantiers, une fois que ces 5 pôles rappelés, quels sont les principaux chantiers de développement et d'extension de projets, à quoi on doit s'attendre, quels sont les projets prioritaires, et quel est le rôle de l'agence, comment va-t-elle venir soutenir et appuyer les EEP, les établissements et entreprises publiques, pour mener à bien ces projets prioritaires. Alors, concernant l'agence, alors effectivement, l'agence, au niveau de son périmètre, il y a 57 établissements et entreprises publiques. Ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il y a 5 pôles. C'est-à-dire qu'au niveau des 57, il y a 5 pôles. Il y a le pôle, alors je vais les citer, il y a pôle mine, eau, énergie, industrie. Le deuxième pôle, développement territorial, agriculture et immobilier. Le troisième, finance, investissement et banque. Le quatrième pôle, numérique, médias, télécom. Et le cinquième, pôle infrastructure. Donc c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le pôle infrastructure. Alors du coup, en ce qui concerne donc, le secteur des infrastructures, plusieurs établissements et entreprises publiques sont aujourd'hui concernés par la réalisation de très très grands projets d'infrastructure. Et donc, compte tenu du facteur temps, je mettrai l'accent sur 2 types de grands projets. Il y a les grands projets de réalisation d'infrastructures, la Coupe du Monde de 2030, et ceux qui s'inscrivent dans le cadre de la haute initiative royale relative à la façade atlantique africaine. Alors, si on commence par la Coupe du Monde, je vais être très, très, très bref par rapport à cette question. Plusieurs établissements et entreprises publiques relevant de l'agence sont concernés par ces infrastructures de la Coupe du Monde. On peut citer déjà pour les infrastructures ferroviaires, donc on a l'extension de la LGV Knetra vers Marrakech, donc ça va permettre de relier les centres urbains et les aéroports et les stades pour la Coupe du Monde. Si on prend le secteur aérien, aujourd'hui, donc la Royal Air Maroc est concernée parce qu'aujourd'hui, il y aura une ouverture de plusieurs destinations internationales et en interne, et aussi la question de l'expansion de la flotte de Royal Air Maroc. Il y a la stratégie aéroport 2030.
Alors la stratégie Aéroport 2030, aujourd'hui on doit s'attendre donc à plusieurs visiteurs, donc des délégations, etc. pour la Coupe du Monde. Donc l'ONDA prévoit au cours de 5 prochaines années l'extension donc de la mise à niveau des aéroports existants et la construction de nouveaux terminaux. Si on prend le secteur du transport, c'est la même chose. Donc, il y a le projet d'étendre le réseau autoroutier à 3000 km. Donc, tout ça, c'est pour la Coupe du Monde. Il y a le secteur des télécoms. Bon, après, il y a avec la 5G qui a été lancée. Aujourd'hui, il faut qu'on passe à 70% en 2030 et 100% en 2030 pour la Coupe du Monde. Plutôt pour les villes hautes de la Coupe du Monde, il faut qu'on soit dans la couverture des 100%. Alors, les infrastructures sportives, ça aussi, c'est hyper intéressant. Qui est concerné, qui est l'établissement d'entreprise concerné, c'est la SONARGES. Donc, c'est la Société nationale de réalisation de gestion des équipements sportifs, qui va avoir un rôle très, très important dans la gestion et la construction des stades sportifs. Alors, ensuite, le deuxième grand projet d'infrastructure, il y a, comme je l'ai dit, la haute initiative royale relative à la façade africaine, atlantique africaine. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, les établissements et entreprises publiques, notamment ceux du secteur portuaire, sont concernés par ce projet qui est hyper important. Donc, il a été annoncé lors du discours royal de 2023. Et cette façade atlantique maritime offre une opportunité pour l'édification d'infrastructures portuaire et maritime. Aujourd'hui, tous les pays africains, donc il y a une demande, il y a une étude qui est très intéressante qui a été publiée par la Policy Center en septembre 2025 et il y a une volonté de créer ces infrastructures pour qu'il y ait une connectivité et améliorer le commerce dans la région. Alors, donc les grands projets d'infrastructure concernent donc le port de Dakhla Atlantique, donc corridor économique stratégique Atlantique africain. Et le deuxième projet qui est aussi hyper important, c'est le gazoduc Nigeria-Maroc. Donc voilà, qui vise à transporter bien sûr le gaz et à renforcer la sécurité énergétique du Maroc et la région. Mais ce qui est intéressant pour ces deux projets, c'est que ces projets, ils vont faire du secteur des établissements et entreprises publiques un moteur de l'intégration continentale et internationale, et surtout le renforcement de la coopération sud-sud, et surtout avec les pays africains. Et là, je fais référence à une orientation qui est hyper importante, c'est l'orientation 2 du décret portant sur la politique actionnariale de l'État. Alors, par rapport à ta question, Zahra, l'appui. Comment la NGSPE va appuyer les établissements et entreprises publiques? Voilà une question très importante. Elle va les appuyer, je vous donne un simple exemple. Aujourd'hui, l'objectif de la réforme, c'est de créer des synergies. Il ne faut plus qu'on soit dans ces chevauchements de missions. Et donc, elle va les appuyer en créant une synergie entre les établissements entreprises publiques et notamment ceux qui vont être chargés des infrastructures pour la Coupe du Monde 2030. Je vous donne un deuxième exemple. Elle va les aider à trouver des financements. Un troisième exemple, elle va par exemple contribuer, elle doit veiller à aider un certain nombre d'établissements donc qui ont une activité marchande à une transformation en société anonyme. Donc voilà, grosso modo, comment elle peut les appuyer. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à tes questions. Merci beaucoup, Sana, pour tous ces développements dans un temps très bref. C'est clair qu'on déborde un petit peu sur le timing. Et je profite de ton avant-dernière intervention sur le corridor atlantique pour m'amener à ma prochaine question. Je pense que c'est un point important, puisque même le directeur général de LexisNexis en a parlé. C'est le positionnement du Maroc comme un hub régional et comme un partenaire stratégique pour l'Afrique. Je pense que c'est important qu'on pose quand même une question sur cet aspect-là, le rôle du Maroc au sein de l'Afrique et son interaction avec les différents pays partenaires en Afrique. Donc je poserai la question à Maître Fabrice Armand sur cette coopération sud-sud et peut-être avec un accent sur le volet juridique, comment on coordonne le droit marocain avec le droit Ouada, etc.
Avant de vous donner la parole, je sais qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées à travers le QR code. Si vous le permettez, on va les laisser pour la fin pour éviter qu'il y ait des questions qui peut-être chevauchent sur des points qui seront traités. Et on prendra les questions à la fin si vous le voulez bien. Juste pour interrompre, Oui. il nous reste 5 minutes. Donc, Maître Fabrice Armand, je vous demanderai d'être très bref, même si le sujet est passionnant sur cette coopération sud-sud. Je vous laisse la parole. Bon, 5 minutes, ça me laisse 1 minute chaque page. Donc, donc je vais le faire plus simple. Je vais le faire presque 100 pages. Il y a des questions. Oui, non, je comprends. Donc, en fait, l'implication du royaume dans l'Afrique, et notamment l'Afrique subsaharienne, est essentiellement basée sur le partenariat. Le partenariat de telle façon à ce que les partenaires puissent se développer de manière cohérente avec formation et transfert de compétences. Aujourd'hui, nous avons un droit marocain qui est en constante mutation, évolution, comme tout droit bien vivant. Et à côté de lui, il y a 13 pays qui sont réunis autour d'un organisme qui est l'OHADA, qui a organisé également par des actes uniformes un certain nombre de textes législatifs qui permettent, qui s'imposent d'ailleurs de manière souveraine aux États membres, sans implémentation d'ailleurs dans la juridiction locale. Donc, nous avons ces actes uniformes. Et quand on regarde un peu ce qu'il y a entre les textes marocains et les textes des actes uniformes, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus une convergence des droits. On est d'abord sur des droits civilistes. Tous les deux sont au droit OHADA, si on parle de droit OHADA, et le droit marocain sont des textes des droits civilistes. Les sûretés se ressemblent de manière très... par la force des choses, de manière très... se ressemblent terriblement. Également pour les formations des sociétés, etc. Donc on a un grand nombre de convergences qui existent et qu'il faut prendre en compte. Maintenant, est-ce qu'une intégration du droit marocain au droit OHADA pourrait se faire? Ça serait une opportunité. Mais ça supposerait d'abandonner une partie de sa souveraineté en acceptant que des textes OHADA s'imposent au droit marocain sans implémentation. Ça supposerait également une acceptation pour les actes uniformes, pour les matières déléguées que la CJCA, donc la cour qui est mise en place par OHADA sur les actes uniformes, s'impose à la Cour de cassation marocaine. Donc, en termes d'adhésion du droit marocain au OHADA, je pense qu'on n'y est pas. Mais en revanche, sur la convergence, on y est déjà. Il y a un certain nombre d'accords de coopération qui ont été conclus par le Maroc depuis un certain nombre d'années maintenant. Sachez qu'il y a plus d'1 millier d'actes bilatéraux qui ont été signés depuis 1999. Et rien que cette année, on en compte 13 qui ont été, sur les 25 qui sont passés devant le Parlement, 13 qui sont consacrés aux accords bilatéraux avec l'Afrique subsaharienne. Les accords, en fait, on a un grand nombre d'accords, mais ceux qui nous intéressent, ce sont les accords de protection des investissements. Et ces accords garantissent en général un traitement juste et équitable, la protection contre l'expropriation sans indemnisation adéquate, et la liberté de transfert des capitaux et des bénéfices entre le Maroc, entre les pays africains membres et le Maroc. Il y a également des conventions ou accords commerciaux qui ont été mis en place pour éviter la double imposition, pour faciliter ces échanges commerciaux et pour l'implantation des groupes marocains sur le continent. Ça concerne un nombre incalculable de secteurs qui vont des zones industrielles aux projets d'énergie renouvelable, mais également sur les co-investissements bancaires, ce qui est un peu notre sujet. Donc voilà pour un peu l'état des lieux. Sachez qu'en Afrique, aujourd'hui, on a un certain nombre de projets qui ont été mis en place, et notamment
votre banque NESA a participé sur un certain nombre de projets en Afrique subsaharienne et notamment au Cameroun. Voilà. Je rends la parole puisque je pense avoir dépassé mes 5 minutes. Merci beaucoup, Fabrice. Je pense on avait encore d'autres questions sur le volet défi. Qu'est-ce qui reste à faire? Mais je pense qu'on va d'abord passer les questions et s'il nous reste du temps après, je laisserai la parole aux 2 derniers intervenants sur le volet défi. Donc Caroline, pas le temps? Non. Bon, pas tant pis. On prendra les questions justement. Peut-être que ça portera sur ce sujet justement. Alors, il y a des questions qui ont été répondues, je pense, au fur et à mesure du panel. Donc, je vais sélectionner. Quels sont les principaux obstacles juridiques ou opérationnels qui freinent le financement des projets au Maroc? Vous avez parlé beaucoup de ce que la loi fait pour améliorer, pour faciliter le financement de projets. Mais quels sont les obstacles qui restent toujours? Justement, les obstacles, c'est un lien avec les défis. Ce qui reste à faire, peut-être attirer plus le financement bancaire étranger. Je propose de donner la parole à M. Sintissi. Si tu peux nous en dire plus sur ce qui reste à faire, les obstacles qu'il nous reste à franchir. Merci Nza. Oui, je pense que ça serait un peu simpliste de rester à s'émerveiller devant un texte juridique, même s'il soit bien fait, parce que c'est son aspect pratique qui va attester de son efficacité. Oui, on a fait des progrès considérables. C'est indéniable. Mais soyons lucides. Tout n'est pas encore réglé. Comme l'a très justement souligné M. Bensouda, le trésorier général du Royaume, en novembre dernier, il a bien précisé que les principes font consensus, mais leur application exigera du temps et beaucoup d'écoute. Ça veut dire que nous faisons face à une résistance culturelle. Et ça, c'est parmi les grands défis. Le décret est un outil puissant, certes, mais il ne suffit pas de changer la loi pour changer les pratiques. Et là, je vois 3 axes d'amélioration. Rapidement, les bons de commande, les délais de paiement et l'observatoire de la cohérence de la commande publique. D'abord, les bons de commande. On a sécurisé les grands marchés publics, mais on n'a pas encore fait pour ce que j'appellerais les zones grises. Il faut sécuriser ces zones grises, notamment les bons de commande, mais pas une multitude de petits achats qui s'échappent encore au formalisme et à la transparence. Et cumuler ces petits achats représente des milliards de dirhams. Et la CNCP, la Commission nationale de la commande publique, a été saisie sur ce sujet rien qu'en janvier 2025. À mon sens, il est impératif d'étendre la régulation à ces achats pour garantir l'intégrité de bout en bout. Le deuxième axe d'amélioration, les délais de paiement et leur contrôle. Et là, je parle du vrai point noir. Les délais de paiement, c'est bien d'ouvrir l'accès à la commande publique aux PME, mais si elles ne sont pas payées à temps, on les tue. Et les retards, particulièrement au niveau des collectivités territoriales, restent critiques et affectent la trésorerie des petites structures. Il nous faut 2 choses pour y remédier. Des sanctions automatiques pour les retards de paiement injustifiés, et deuxièmement, un contrôle en temps réel. Le contrôle a posteriori que fait actuellement la Cour des comptes, qui vient 5 ans après pour dire que oui, il y a un retard de paiement, ça, c'est pas efficace. Parce que c'est un peu trop tard. Il faut intervenir, il faut investir et faire intervenir la Commission nationale de la commande publique pour qu'elle puisse agir pendant la vie d'un marché. Certes, elle donne des avis consultatifs, mais ces avis sont très suivis pour éviter les problèmes. Troisième axe, l'harmonisation. Le trésorier du Royaume, je le cite encore, il a alerté sur un risque majeur. Si chaque secteur réclame une exception, nous perdrons l'essence même de cette réforme.
Et pour éviter que le décret ne soit vidé de sa substance par des dérogations, la mise en place d'effectifs de l'Observatoire marocain de la commande publique est déterminante. Il nous faut des indicateurs fiables et publics sur la participation réelle des PME et les délais de règlement pour ajuster le tir en continu. Très bien, merci beaucoup, M. Sentissi. Caroline, je te laisse passer à la question suivante. Merci, M. Sentissi. Très rapidement, le cadre juridique des Special Purpose Companies dans les financements, c'est quoi le cadre juridique? Les SPV. Les SPV. Bon, les SPV, il n'y a pas de cadre juridique. Une SPV peut revêtir n'importe quel cadre juridique. Généralement, c'est une SA, une SAS, une SARL. Donc, il n'y a pas de cadre juridique particulier. Ça dépend des parties. C'est les parties qui choisissent la forme juridique qui leur convienne. Mais en général, pour qu'elle soit bancable, on est d'accord que ça doit être une société anonyme, idéalement. Et puis, bon, c'est une plus grosse question, mais essayer de ne pas passer trop de temps. Comment réconcilier les règles de préférence nationale avec les exigences de prêteurs internationaux qui exigent des processus d'appel d'offres non discriminatoires? Je ne sais pas, Fabrice, tu veux bien prendre cette question? Ou bien Sana? Pas... Oui, si ça va. Alors, pour répondre à cette question, je vais être assez bref. Les appels d'offres marocaines, elles respectent la loi en réservant 30% de la commande publique aux PME. Et le jeu de la concurrence, c'est le marché, il s'autorégule. Il n'y a pas de problème, à mon sens. PME de n'importe quelle nationalité. Les PME, non, la commande publique l'a réservée pour les PME nationales, oui, pour faire participer le grand tissu de l'économie nationale qui est fait par les petites et moyennes entreprises. Mais les marchés publics marocains sont ouverts aux investisseurs étrangers et à toutes les entreprises internationales. On a des appels d'offres internationaux. La ligne à grande vitesse actuellement, c'est un marché loti en 4. Il y a la société multinationale chinoise qui prend un des lots. Et si je peux compléter ces propos, pour notre part au niveau de Tijari Wafa Bank, où on intervient dans le financement de ces marchés publics-là, en émettant en fait les garanties qui sont sollicitées par l'État, garantie de soumission, garantie de bonne exécution, garantie de retenue de garantie, etc. En général, dans la majorité des cas, les investisseurs, les opérateurs étrangers qui interviennent au Maroc interviennent en tant que groupement. Donc l'État exige à ce qu'ils soient en association avec une entreprise marocaine locale. Et dans ce cadre-là, ils signent ce qu'on appelle chez nous, ce qui s'appelle une convention de groupement qui vient définir les rôles et responsabilités de l'entreprise étrangère qui, elle, apporte son savoir-faire, ses compétences et surtout la technologie que parfois nous n'avons pas. Et le rôle de l'entreprise marocaine qui, elle, connaît très bien le contexte, la réglementation marocaine, les rouages en fait, des marchés publics marocains. Et donc l'association des deux, généralement, fait que le marché arrive à terme. Mais c'est très rare où on est un opérateur privé, c'est vraiment très exceptionnel, un opérateur privé étranger qui intervient seul. En général, il intervient en groupement avec une entité marocaine. Caroline, je ne sais pas si tu as d'autres questions à poser ou si je peux... Les autres ont été répondus et nous n'avons plus de temps. D'accord, je laisserai, si tu le permets, sur insistance de Mme El-Hedjoui. Elle voulait donner vraiment 4 derniers mots sur les défis en fait, qui nous attendent côté rôle de l'État. Je pense que c'est primordial. Donc, elle a 4 derniers mots. Je vais lui passer la parole. Merci beaucoup. Non, rapide. Rien que pour dire que pour les défis de la NGSPE, que depuis son opérationnalisation en juillet 2022, le bilan a été très très positif. Ceci étant, aujourd'hui, elle sera confrontée à plusieurs défis. Consolidation, en termes de consolidation de la souveraineté nationale, elle doit accompagner les établissements publics à ce niveau-là. Équité territoriale, c'est important. La responsabilité sociale, environnementale et sociétale. Et enfin, le respect du libre jeu de la concurrence. Merci. En termes de RSE, je pense que tu interviendras plus particulièrement cet après-midi sur ce volet. Donc pour ceux d'entre vous qui peuvent se permettre de rester avec nous,
On a d'autres sujets très intéressants, notamment la RSE, au-delà de l'IA également, qui vont être traités par la suite. En tout cas, merci à vous tous pour votre attention. J'espère que le sujet a suscité votre intérêt, peut-être pour aller approfondir les questions, et peut-être avec l'occasion d'échanger plus lors de la pause. Merci encore. Et merci à tous nos intervenants. Merci Nezha Tahiri pour cette modération. Merci à tous nos intervenants pour cette discussion. Je vous en prie.